La puissance de la nature, des images impressionnantes de la grêle tombant sur le centre-ville de Bordeaux samedi après-midi. Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette émission exceptionnelle. Les fidèles de 9h50 en compagnie de Christophe Zirnelt le retrouveront dès demain matin. Mais face à ce phénomène météorologique qui a durement frappé les viticulteurs du Nord-Gironde et de la Charente, eh bien, nous avons décidé de bouleverser nos programmes pour pendant une heure dresser le bilan en compagnie des victimes et de l'ensemble des acteurs de la filière. Pour prendre la mesure du phénomène, il faut bien se rendre compte que comme en 2013, en un seul orage, plus de 17 000 hectares ont été détruits dans le Bordelais et dans le Cognaçais. L'ensemble des rédactions de France 3 Nouvelle-Aquitaine est mobilisée. Nous serons sur le terrain pour recueillir témoignages et réactions. Mais avant cela, retour sur cet épisode orageux qui, on vient de le voir, a frappé Bordeaux avant de remonter comme dans un couloir en direction du nord de la Gironde et de la Charente en s'abattant avec une violence extrême sur les vignobles. Jean-Pierre Stahl et Delphine Roussel-Saxe étaient quelques minutes après dans les exploitations des Côtes-de-Bourg. Reportage. Lansac, Samonac, le haut de l'appellation des Côtes-de-Bourg, jonché de feuilles. Un spectacle de désolation. La route fume encore 2 heures après cet amas de grêle qui n'a rien laissé sur les bois de vigne. On est abasourdi, voilà. C'est le mot aujourd'hui, abasourdi par l'impact, par la gravité et par la récolte qui va, non seulement celle qui vient, mais celle d'après aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va tailler derrière. C'est pire qu'en 2009, le même couloir de grêle qu'il y a eu en 2009, mais plus large. Plus large avec des intensités plus fortes. Plus violentes. En 10 minutes à 14 heures, de gros grêlons de 2 à 3 cm très tranchants ont totalement haché la vigne. Pour Cyril Giresse du château Gravette-Samonac, c'est une catastrophe. Ces 9 hectares ont totalement été nettoyés. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. C'était des grêlons très gros. Il y avait un vent assez violent qui les projetait vraiment sur la végétation. Et puis voilà. Ça a été bref, mais très très fort. On a d'autres vignobles à Bordeaux qui sont touchés aujourd'hui, on pense à eux aussi. Hein. Mais on a une fédération des grands vins, on a une interpro, on a un syndicat viticole, donc les collectivités sont là aussi pour soutenir nos vignerons et surtout dans ces moments difficiles. Donc on mettra tout en œuvre, toute notre énergie pour les défendre et les soutenir dans cet épisode violent. La solidarité devra jouer à plein alors que bon nombre de vignerons à Bordeaux ont été fragilisés par le gel d'avril 2017 où 40% de la récolte bordelaise a été perdue. Je me tourne vers Éric Hainaut, vous êtes le directeur de la cave coopérative de Toutiac, c'est dans le Nord-Gironde. Pour qu'on prenne la mesure, vous fédérez combien de viticulteurs au sein de votre cave ? Écoutez, bonjour. Les vignerons de Toutiac rassemblent 425 viticulteurs qui exploitent à peu près 4000 hectares qui sont répartis entre Saint-André-de-Cubzac et la limite nord de la Gironde, vraiment limite Charente. Et là, l'impact de cet épisode de grêle sur les productions, écoutez, l'impact, les mesurer on essaie de le mesurer, donc tous nos techniciens viticoles ont fait évidemment le tour des parcelles. Aujourd'hui, on estime que sur nos 4000 hectares, il y aura à peu près 1700 à 1800 hectares de touchés, avec des impacts qui vont de 100% de destruction jusqu'à 30%, avec une grosse inconnue sur le comportement de la plante après un tel stress. Donc c'est très compliqué finalement d'estimer les volumes que nous avons perdus, mais aujourd'hui, on avance un chiffre de l'ordre de 40% de nos volumes qui sont partis en fumée. Et l'état psychologique des viticulteurs, on l'a vu dans le reportage, certes sa vigne est dévastée, mais il est aussi dévasté, c'est le travail de toute une année qui est balayé. Écoutez, là, ce qui est catastrophique, c'est que nous avons subi l'année dernière une catastrophe avec le gel qui a emporté la moitié de nos volumes. Cette année, nous reprenons à nouveau un fléau climatique, la grêle. Être agriculteur, être vigneron, c'est pas un métier, c'est une vocation. Il faut quelque part avoir ça en soi pour supporter ce genre d'aléas. Et c'est vrai que psychologiquement, tous nos viticulteurs sont très touchés par cela. Alors heureusement, dans une coopérative, le principe d'action, c'est la solidarité et le partage. Donc on va tout faire pour accompagner nos viticulteurs pour que l'impact soit le plus faible possible. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est très dur de supporter les images qu'on a vues samedi. Alors on a vu ces images et on l'a bien compris, le phénomène d'orage a circulé comme dans un couloir. Il a d'abord frappé Bordeaux, puis le nord de la Gironde, avant de prendre la direction du Cognaçais, où là aussi l'impact est très important, près de 10 000 hectares touchés. Bruno Pillet, on imagine que sur place, c'est la consternation également.
Oui, bonjour. Alors tout d'abord, on se retrouve ici dans cette magnifique distillerie qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle puisque la période légale s'est arrêtée au 31 mars. Mais effectivement, ici, la Charente a été particulièrement touchée. Vous avez dit effectivement 10 000 hectares sur 75 000 que compte l'appellation. Alors les dégâts les plus importants se situent dans le cru des Borderies. C'est une petite partie qui se situe au nord-ouest de Cognac. La préfecture devrait normalement, avec tous les services de l'État, organiser une réunion en fin de semaine pour essayer d'aider, de soutenir les viticulteurs. Et puis peut-être, mais ce c'est toujours du conditionnel, un classement en zone de catastrophe naturelle. Zone sinistrée naturelle. Voilà. Catastrophe naturelle. Bruno Pillet, on reviendra vous voir dans cette cave à Cognac. Je me tourne vers Frédéric Lotte, vous êtes notre consultant viticulture sur France 3 Aquitaine. Ça va avoir un impact au niveau de la commercialisation, forcément. Il va manquer de la matière première. Eh ben oui, il va y avoir un effet mécanique. Moins de bouteilles à proposer sur les marchés, rétention des prix, vraisemblablement par effet mécanique là aussi, augmentation des prix. Alors de quel ordre, on n'en sait rien pour l'instant. Est-il judicieux d'ailleurs, et quand bien même, je le conçois tout à fait, quand un viticulteur a du mal à joindre les deux bouts, ayant dû gérer le gel de 2017 avec une perte sèche des volumes et en fonction des propriétés touchées partiellement, voire intégralement, faible volume ou pas aucun volume pour 2018, c'est sûr que l'envie est grande de vouloir essayer de dégager des marges, mais au risque là aussi de rogner un petit peu sa base de clients. Alors, d'un autre côté, j'imagine que le client fidèle à une appellation, fidèle à une marque, pour laquelle il a énormément d'affection, peut jouer le jeu, c'est-à-dire comprendre une augmentation, à condition qu'elle soit évidemment raisonnable, et en étant évidemment solidaire de la marque et de l'appellation. Alors, on l'a vu, un phénomène extrêmement localisé, mais d'une violence supérieure dans les vignes actuellement en pleine croissance. Dans le Bordelais, 7000 hectares, on le rappelle, ont été impactés. Dans les vignobles du Médoc, des Côtes-de-Bourg, des Côtes de Blaye, les conséquences financières seront, on l'a dit, dramatiques pour certains viticulteurs qui ont tout perdu. Reportage dans le Blayais avec Lauriane de Casanove et Delphine Roussel-Saxe. Elle était superbe cette année parce que reposée, quand on voit ce qui reste. Jean-Pierre Dubois a du mal à parler. À 76 ans, ce viticulteur n'avait jamais vu de tels dégâts. Sa vigne a été entièrement détruite par l'orage de grêle. Vous voyez, ça c'est cassé, c'est meurtri. On espère que la vigne va repousser correctement, mais dans tous les cas, la récolte donc 2018, elle est totalement anéantie et 2019 compromise. La grêle ne pardonne pas. 2 ans de récolte sont gâchés et les conséquences financières de ces dégâts risquent d'être difficiles à compenser. Il y a le problème économique puisque vous ne faites pas de vin, donc vous allez perdre des parts de marché, vous allez perdre des volumes et donc vos clients vont partir ailleurs. Et ça sera très compliqué également pour les reconquérir ces parts de marché. Autre problème, tous les viticulteurs ne sont pas assurés. Il va donc falloir trouver des aides. Benoît Simian, député girondin, a interpellé le ministre de l'Agriculture en proposant quelques solutions. Éventuellement, la poursuite des exonérations de taxes foncières et pourquoi pas donc déclarer la calamité agricole. Il y a un fonds de soutien donc, dans ce cadre-là. Donc le ministre évaluera avec la filière les meilleures des solutions. Le gouvernement a bien entendu l'appel qui lui a été fait et nous prendrons bien évidemment les mesures qui s'avèrent nécessaires. Nous rencontrerons, s'il le faut, les représentants de la filière viticole du Bordelais. Reste donc à faire l'état des lieux précis des dégâts. Voilà, il reste à faire l'état précis des dégâts. On va prendre maintenant la direction de Samonac dans le Nord-Gironde et rejoindre Jean-Pierre Stahl qui est en compagnie de viticulteurs que nous avons vu au début de ce reportage quelques minutes après le déferlement de la grêle sur son exploitation viticole. Effectivement, Serge, nous nous trouvons au château Gravette-Samonac, en plein cœur des Côtes de Bourg. On peut dire qu'ici, c'était l'épisode le plus intense, quasiment l'épicentre de ce phénomène de grêle qui a véritablement ravagé ces vignes, ces 9 hectares que vous voyez derrière moi. À mes côtés, Cyril Giresse, le jeune vigneron qui s'est installé il y a 4 ans. Quelle a été votre réaction? Quel sentiment vous avez eu ce samedi à 14 h? J'ai eu le sentiment en m'approchant, j'étais un peu plus loin, en m'approchant, j'ai commencé à voir des vignes de plus en plus détruites et en arrivant sur la commune de Samonac,
J'ai bien compris qu'ici tout était absolument détruit. Un sentiment d'énorme tristesse tout d'abord, et puis d'abattement ensuite. Et puis ensuite, voilà, c'était une sorte de tourbillon. Alors, Cyril, vous étiez certes abattu, mais quand on est vigneron, finalement, ça continue. Qu'est-ce que vous avez fait dans les jours qui ont suivi ? Alors c'est vrai, oui, j'ai reçu beaucoup de soutien, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit oui, qu'il faut qu'on reparte. Alors on essaye de trouver des solutions, on parle entre collègues, on parle à d'autres personnes, on essaye de prendre conseil, de trouver les meilleures solutions. Alors ici, sur des vignes aussi détruites que celle-là, on a pris le parti de les tailler pour essayer de sauvegarder l'année prochaine, de concentrer un petit peu les réserves de la plante, d'avoir des bons bois pour tailler. Sur d'autres qui sont touchés en partie, on a pris le parti d'appliquer des traitements cicatrisants pour essayer là aussi de sauvegarder ce qui peut l'être. Alors ce sont 5500 hectares de vignes entre le Bourget et le Blayais qui ont été touchés. 3000 sévèrement impactés à 80%, Cyril. Comment se remet-on finalement de ces phénomènes climatiques, puisqu'on en dénombre au moins 3 ces 6 dernières années? Difficilement, parce que la viticulture, ce sont des cycles longs. On travaille, on fait les cultures, et ensuite on élève le vin et on le vend par la suite. Et donc, pour se remettre d'un épisode climatique, il faut souvent un peu de temps, reconstituer des stocks, reconstituer une trésorerie. Donc, se remettre d'un épisode, on dit souvent qu'il faut 3 ans d'une catastrophe. Plusieurs à suivre, évidemment c'est compliqué. Il y a beaucoup je pense à mes collègues, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà en difficulté. Je sais pas, j'espère qu'on pourra s'en sortir malgré tout, mais c'est difficile quand c'est consécutif, oui. En tout cas, la solidarité ici joue à plein. On va le voir un peu plus tard avec un autre invité, Serge. Merci Jean-Pierre pour ces précisions. Éric Hainaut, on le voit, c'est beaucoup d'abattements et beaucoup de questions quant à l'avenir, mais déjà le travail dans les vignes a repris parce qu'il faut sauver ce qui est sauvable. Absolument, comme vient de le dire ce viticulteur, la question se pose en fonction de la gravité du sinistre sur chaque parcelle, de savoir si on doit retailler tout de suite pour essayer d'économiser des frais de taille l'année prochaine, puisque la plante va partir en croissance de manière complètement désordonnée. Ou est-ce qu'on attend ? On a également très peur finalement qu'une plante fatiguée par cet épisode de grêle souffre de coulure. La coulure, en fait, c'est la fleur qui n'arrive pas à être fécondée et à donner un grain. Donc finalement, ça peut être aussi la deuxième punition après la grêle. Donc on est dans une période où on a besoin d'attendre, et il est urgent d'attendre. On a quelques traitements à faire, comme le disait le viticulteur, pour limiter finalement les maladies qui vont attaquer maintenant la plante sur les blessures. Mais finalement, il y a des solutions en fonction de chaque parcelle. Il n'y a pas une seule solution, tout à fait. Frédéric Lotte, le viticulteur le disait, 3 épisodes d'aussi grave importance, phénomène météorologique ces 6 dernières années. On a déjà connu ça. Quel a été l'impact sur les ventes ? On a rarement connu ça de mémoire de Bordelais, c'est-à-dire 2 millésimes successifs ravageant les rendements et les réduisant à des portions congrues. Non. Des épisodes de grêle violents, bien évidemment. On se souvient tous du 8 et du 9 juin 2014, qui avait impacté le Médoc, une partie du Cognacé. Et l'impact a été lequel sur Eh bien, de 30% selon les zones, jusqu'à même 100% intégralement. Et au niveau des ventes, est-ce qu'il y a eu des conséquences ? Les conséquences, c'est évidemment faible stock, donc augmentation des prix. Et tout le monde n'a pas la chance de remettre sur le marché, de réinjecter sur le marché des stocks des millésimes précédents, puisque c'est d'ailleurs une alternative. Quand vous avez en stock des millésimes précédents, vous pouvez très bien les réinjecter pour précisément ventiler et permettre de passer des périodes difficiles de non-production ou de production partielle. Et puis on se souvient effectivement tous aussi du 11 mai 2009,
11 mai 2009, là, on a eu 15 000 hectares très concentrés sur le vignoble de Gironde. Et puis le 2 et le 3 août 2013, bien évidemment, où on avait quand même 22 000 hectares. Alors, à titre de comparaison, évidemment, c'est dramatique la situation. C'est 4 à 5% du vignoble qui est touché. C'est-à-dire 74 000 hectares, effectivement, que produit le vignoble girondin. C'est sûr que, et 12% pour le Cognacé, puisque c'est 10 000 hectares sur 78 000. Bien évidemment, la situation est dramatique, mais Bordeaux a déjà, par le passé, enregistré des situations encore plus dramatiques. Là, ce qui est vraiment, ce qui donne l'impression pour ces viticulteurs de ne pas sortir du bout du tunnel, c'est bien évidemment d'avoir dû essuyer le gel l'année précédente. Et pour certains, ne pas pouvoir produire pendant 2 ans, et la même chose ici. Donc, alors, ce fléau naturel, il peut, vous l'avez dit, réduire à néant la production d'une, voire de plusieurs années pour les viticulteurs, mais il est possible de s'assurer. C'est le cas pour la plupart des adhérents de la plus grande cave coopérative de Gironde, la cave de Toutiac, particulièrement touchée, on l'a dit, par cet épisode de grêle. Sandrine Valero, Nicolas Pressigou. C'est parce que beaucoup de vignerons l'année dernière avaient souffert des dégâts du gel que la coopérative de Toutiac dans le Blayais a voté à l'unanimité l'obligation pour les viticulteurs de s'assurer. Nous sommes partis du principe que si un viticulteur devait malheureusement faire faillite suite à un incident climatique, que la répartition des charges fixes qui restaient allait reposer sur les autres de ses collègues. C'est donc une décision collective que nous avons prise au sein de la coopérative afin de protéger le groupe, que chacun soit obligé de s'assurer. Sur 4000 hectares, on estime qu'il y a 1700, 1800 hectares qui ont été touchés par la grêle. Joël Espiau et son fils Alexandre sont eux impactés à 100%. Les 2 viticulteurs sont assurés, mais ils ont choisi une cotisation à minima. On voit les dégâts aujourd'hui, et ce matin j'ai appelé l'assurance, et malheureusement je n'étais pas assez assuré à l'hectare. Le capital n'était pas important, je suis qu'assuré qu'à 3 000 € de l'hectare. Et le gars m'a dit j'aurais dû prendre plus. Bon, à présent c'est comme ça, c'est comme ça. Ben, je supporte la difficulté des aléas climatiques, quoi. Aujourd'hui, 99% du vignoble du secteur est assuré. La cave de Toutiac, forte de ses 4000 hectares et 450 adhérents, a réussi à faire baisser les cotisations. Le prix, c'est 2% des capitaux assurés. Donc vous voyez, un viticulteur qui s'assure pour 100 000 € paye 2 000 € de cotisation. L'idée fait désormais son chemin d'une assurance tout risque climatique obligatoire, tout comme la nécessité d'un déclenchement des indemnisations en deçà des 30% de pertes. Pierre-Marie Gauthier, vous êtes courtier en assurance, vous connaissez bien ce monde de la viticulture. Est-ce que ce message de la possibilité de s'assurer est un message qui est enfin entendu par les viticulteurs ? C'est évident que l'évolution des conditions climatiques, forcément, force les gens à réfléchir. Toute la difficulté, c'est de lier l'économie au paiement de la cotisation. Ça coûte combien de s'assurer contre la grêle ou contre les phénomènes météo ? Alors c'est extrêmement variable, les cotisations peuvent varier de 1 à 7. Donc, pour quelles raisons ? Pour des raisons tout simplement liées en fait aux couloirs de grêle qui ne sont pas analysés grêle et gel. Les phénomènes de grêle et de gel sont analysés, les phénomènes météorologiques, on en parlera je pense tout à l'heure, ne sont pas les mêmes d'une commune à l'autre et à partir de là, les assureurs ont des statistiques sur une centaine d'années et grâce à cela, ils peuvent modéliser en quelque sorte ce qui peut se passer et donc leurs tarifs évoluent bien entendu en fonction de l'évolution de la sinistralité dans le temps. Lydia Hérault, vous êtes conseillère régionale déléguée à la viticulture et aux spiritueux. Ce message de l'assurance, c'est un message que soutient, j'imagine, la région. Il est important de se prémunir contre ces dérèglements climatiques qui peuvent mettre, on l'a vu, toute une récolte à plat. Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qu'on soutient. Alors vous l'avez dit, on a l'impression de retourner 1 an en arrière, puisque finalement, il y a un peu plus d'1 an, on avait le même phénomène avec le gel. Et on a essayé de voir, nous, parce qu'il y a des aides quand même pour les assurances, l'Europe aide à hauteur de 65%, on avait essayé de voir si nous, on pouvait ajouter un plus à ça. On n'a pas le droit légalement de le faire. Donc pour le gel, on a mis en place un dispositif de 100 € à l'hectare pour les gens qui ont été impactés à plus de 65%. Avec un plafond à 25 hectares, donc 2 500 € par exploitation, de façon à... alors là, c'était pour le gel l'année dernière, de façon à effectivement encourager à l'assurance, parce que c'est sous conditionnalité de s'être assuré. Voilà. Alors là, on va réfléchir, on va voir si on prolonge ce dispositif pour les gens qui ont été grêlés cette année, ou si on l'améliore, si on le formule un petit peu différemment. Ça, on va le discuter avec les interprofessions et les syndicats viticoles qui sont concernés pour être peut-être plus attentifs à ceux qui ont subi et le gel et la grêle, parce qu'effectivement, c'est des situations très sensibles.
Et peut-être sur aussi les jeunes viticulteurs, on a vu un nouvel installé là, qui a 4 ans d'installation, donc pas de stock, pas de trésorerie, et donc des situations aussi extrêmement fragiles. Ce qui m'amène à vous poser une question, Eric Henault. Comment vous avez fait pour décider 90% ou 95% de vos viticulteurs à s'assurer? C'est une très bonne question. Non, écoutez, je pense que quand vous n'avez pas subi de gel pendant 25 ans, parce que je pense que le dernier épisode de gel datait de 91, finalement vous avez tendance à vous dire chaque année, ça ne sert pas à grand chose que je m'assure. Après l'épisode extrêmement sévère de l'année dernière, nous avons réuni une assemblée générale extraordinaire. Et puis notre président Stéphane Hérault a convaincu donc tous nos viticulteurs que c'était une décision collective de s'assurer, afin à la fois de protéger chacune des exploitations, mais également la cave coopérative en tant que telle. Finalement, cette décision a été prise à l'unanimité et aujourd'hui, tout le monde s'en félicite qu'à la fois nos viticulteurs et notre cave coopérative soient assurés. Alors ceci ne va pas nous résoudre le gros sujet qui est comment allons-nous fournir nos clients vu la perte de volume que nous avons. Ça, c'est un autre sujet, mais au moins la pérennité de notre groupe et de nos viticulteurs qui étaient assurés n'est pas posée. Oui, il est important de rappeler qu'en 20 ans, le nombre de viticulteurs a été divisé par 2 dans la région. Il faut continuer à soutenir cette filière et la volonté des viticulteurs de continuer à mener leur vendange. Le phénomène météorologique ne s'est pas concentré sur le Nord-Gironde, on l'a dit, il a poursuivi son chemin en direction de la Charente, des vignobles de Cognac, où plus de 10 000 hectares sont touchés sur les 75 000 de l'appellation. Chiffre officiel donné par le BNIC, le Bureau national interprofessionnel du Cognac. Bruno Pillet et Christophe Guinaud ont suivi le travail des techniciens du BNIC dans leur mission d'expertise des dégâts. Reportage. Après chaque épisode météorologique violent, Simon parcourt le vignoble sur la zone d'appellation du Cognac. Là, on regarde les grappes qui restent sur la parcelle, les grappes primaires qui sont encore vivantes pour faire une estimation de dégâts à peu près sur ce secteur-là. La zone la plus touchée en Charente se situe principalement dans le cru des Borderies, au nord-ouest de la ville de Cognac. Des parcelles difficiles à identifier. Parfois, à quelques mètres d'intervalle, il y a des dégâts très disparates selon l'orientation des rangs, parce qu'ils sont perpendiculaires au sens de la grêle ou parallèles. À quelques kilomètres, Philippe Martineau a perdu 75% de sa prochaine récolte. Il ne possède plus de réserve climatique, ce procédé légal qui permet de stocker de l'eau de vie pour pallier les aléas de la météo. Alors pour cette année, il va faire appel à son assurance. L'assurance indemnise la perte de récolte entre ce que l'on a voulu assurer et la réalité. Heureusement que vous avez ça. Oui, heureusement qu'on a ça, parce que l'année dernière, avec le gel, nous avons perdu tous nos stocks de réserves climatiques, pour ma part, en tout cas. Et donc là, cette année, si je n'étais pas assuré, j'aurais pu mettre mon entreprise en grande difficulté. Pour aider les viticulteurs, il y a aussi le Bureau national interprofessionnel du Cognac qui les accompagne et les conseille. On a des mesures plutôt économiques sur, par exemple, l'étalement des cotisations MSA ou tout simplement des exonérations de taxes foncières sur tout ce qui est non bâti, par exemple. Une réunion de crise est prévue en fin de semaine avec tous les services de l'État qui pourraient décider du classement en catastrophe naturelle. Lydia Hérault, vous êtes conseillère régionale chargée de la viticulture et des spiritueux. Ce phénomène touche le Cognacé. Il y a différents types de protection. Là, on a entendu parler de réserves climatiques, ce dont les producteurs de cognac peuvent utiliser ou non, ce que ne peuvent pas faire les producteurs de vin de Bordeaux. Oui, alors c'est des systèmes différents parce que c'est des productions différentes aussi. Voilà. Quand on est sur des AOC de vin comme Bordeaux, on considère qu'il y a un rendement pas dépassé pour avoir une certaine qualité. Sur des produits qu'on distille, on n'est pas du tout sur les mêmes exigences et au contraire, il faut avoir plutôt des degrés assez faibles et un taux de sucre assez faible. Donc on n'a pas les mêmes besoins, ce qui fait qu'effectivement on peut avoir des produits en cognac très qualitatifs en ayant cette réserve. Pour Bordeaux, la question se pose, mais elle est soulevée par la profession pour effectivement les années où on a la quantité et la qualité, pouvoir faire effectivement constituer des réserves. Voilà. Mais effectivement, le Cognacé a été extrêmement touché. Et moi, j'habite à la frontière en fait, entre le Blayais et le Cognac, puisque devant chez moi, c'est la Gironde et derrière, c'est la Charente. Et donc, j'ai assisté en direct à ce phénomène d'une ampleur qu'on n'avait jamais effectivement connue. Justement, pour mesurer l'ampleur de ce phénomène, on va tout de suite prendre la direction de Cognac pour rejoindre sur place Bruno Pillet.
Oui, alors avec moi, Philippe Martineau, viticulteur, distillateur et surtout membre de l'UGVC, l'Union Générale des Viticulteurs pour l'appellation Cognac. Cette grêle que vous avez subie, elle est arrivée à un moment donné particulier où la fleur allait sortir. J'imagine que ça aussi, ça participe à peu plus de dégâts dans le vignoble. Oui, tout à fait, parce que bon, déjà, le fait qu'il n'y ait plus de végétation du tout pour la production de la vigne, les vignes les moins impactées auront aussi un problème de fécondation. La fleur ne va pas se passer correctement. Donc c'est tout ça qui se rajoute en plus aux gros dégâts des grêles. Alors il y a aussi quelque chose qui est propre à Cognac, le marché est très tendu. On est à 197 millions de bouteilles vendues dans le monde. Il y a une demande très très forte. Il y aura une baisse de récolte l'an prochain. En tant que professionnel, vous allez aborder ça comment? Alors aborder ça comment? Nous allons mettre tous les moyens possibles pour essayer de rectifier ces problèmes de production, mais il est vrai que actuellement, le négoce, la partie achat, va avoir quelques problèmes d'approvisionnement et tendre le marché. Du coup, vous savez qu'une bouteille de cognac qui n'est pas vendue dans le monde peut être remplacée par un autre spiritueux. Alors je l'ai expliqué tout à l'heure, il va y avoir une réunion en fin de semaine avec les services de l'État. J'imagine que vous avez des attentes très précises. Oui, bien sûr, nous avons des attentes très précises. Nous attendons de l'État qu'il mette en place un système pérenne d'aides fiscaux, de mise en réserve en fait lors des bonnes années, de pouvoir mettre une réserve de trésorerie sur le résultat de l'exercice. Voilà. En tous les cas, cette réunion, comme je disais, c'est fin de semaine avec le préfet qui peut-être va envisager le classement en catastrophe naturelle de cette appellation Cognac. Merci beaucoup pour ce point complet dans Cognacé. À quelques kilomètres de là, on va prendre la direction de Samonac où Jean-Pierre Staël est en compagnie d'un jeune agriculteur également touché par ce phénomène de grêle. À mes côtés, Serge, je suis actuellement avec Damien Labiche, qui est lui-même viticulteur, mais aussi président des jeunes agriculteurs des Côtes-de-Bourg. Alors comment s'effectue un petit peu cette solidarité entre vignerons suite à un tel événement climatique ? Tout de suite, ça a commencé par des coups de téléphone à tous les copains pour prendre un peu des nouvelles, de savoir un peu dans quel état était leur vignoble. Donc on a commencé par faire un constat. Et puis après, ça c'est hier soir encore, on s'est tous retrouvés pour essayer de se remonter le moral un peu les uns aux autres. Alors vous savez comment on se remonte le moral, hein. On prend un petit verre de vin, on boit un petit verre de vin tous ensemble et puis on discute de ce qui vient de nous arriver. Et puis on essaie de se trouver des solutions, quoi, de se dire comment on va pouvoir faire face à un tel incident, voire à un tel drame. Parce que pour nous, c'est dramatique. En 10 minutes, on a tout perdu. Alors moi, j'ai la chance de ne pas avoir gelé l'année dernière, mais je pense à tous mes collègues qui, eux, par contre, ont tout perdu l'année dernière et qui viennent de tout perdre encore cette année. Vraiment, c'est dramatique, quoi. Alors, on se serre les coudes entre vignerons, mais on espère aussi peut-être des aides des pouvoirs publics, conseil départemental, conseil régional et peut-être même de l'État. Clairement. Là, nos attentes vont clairement vers nos pouvoirs publics et vers l'État. On espère que notre président ne va pas nous oublier, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que la viticulture, certes, nous sommes impactés directement, mais plus tous les acteurs qu'il y a autour, c'est-à-dire notre syndicat, à commencer par notre syndicat qui s'occupe de faire la promotion de notre belle et grande appellation, qui s'occupe de la technique, et après tout ce qui peut tourner autour, nos salariés, les marchands de matériel, les œnologues. Enfin, c'est vraiment une filière complète qui est impactée aujourd'hui. Et franchement, si on ne nous aide pas, j'ai peur que la moitié de nos confrères disparaissent parce qu'on est pris. Enfin, on est tous des jeunes installés. Ça fait moins de 10 ans que nous sommes installés. Et on vient déjà de se prendre 3 catastrophes sur le nez. Donc réellement aujourd'hui, si on n'a pas de soutien, j'ai peur que nos exploitations disparaissent, quoi. Et notre savoir-faire, la terre de nos parents, pour certains, la terre de nos grands-parents, c'est, comme je dis souvent, dans mes veines, c'est pas du sang, c'est du Côte-de-Bourg, quoi. On donne tout ce que l'on a pour notre appellation, pour notre beau métier. Et c'est vrai que là, c'est un coup du sort. Bon, on est des gens vaillants, on est des gens courageux. On va tout faire pour s'en remettre. Mais vraiment, c'est dur et on compte vraiment sur l'État et sur les pouvoirs publics qui nous aident, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que vous le disiez, on a déjà perdu en l'espace de quasiment 20 ans la moitié des viticulteurs, des vignerons ici dans le Bordelais. On en dénombre plus aujourd'hui que finalement 5800. Lydia Hérault, vous entendez le message
désespéré de ce jeune viticulteur qui est plein d'entrain, plein d'allant, mais qui dit là il va falloir nous aider, la région, le département, l'État. Qu'est-ce que la région, au-delà de la solidarité affichée dès l'événement, peut faire ? Alors c'est difficile parce qu'effectivement, enfin on en a parlé, c'est un risque assurable, hein, donc à partir de là, effectivement, il faut aussi que les gens s'assurent, et ça il faut qu'on pousse à l'assurance, donc essayer de créer nous des dispositifs pour encourager l'assurance, c'est la première chose qu'on peut faire. Là, très concrètement, sur la récolte détruite, quasi-totalité pour le millésime 2018, est-ce que la région peut aider ? Est-ce qu'elle a une possibilité de le faire ? On a une enveloppe qui avait été dans le budget voté de 2 millions d'euros pour les catastrophes naturelles, effectivement, comme ça. Donc on va voir effectivement la meilleure façon de l'utiliser pour soutenir ça. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on va travailler et avec les interprofessions et les syndicats viticoles, de façon, une fois que les bilans seront vraiment très affinés, de façon à coller aux besoins. Mais voilà, il y a aussi des choses qu'on peut faire réglementairement, d'autres qu'on ne peut pas faire. Et on ne compensera jamais les pertes d'exploitation telles qu'elles sont sur les dégâts qu'on a vus. Donc ça, c'est compliqué. Je voulais juste attirer l'attention aussi sur un secteur dont on parle peu, mais qui fait partie de la filière, qui est la pépinière viticole. Parce qu'on a, donc, entre les Charentes et la Gironde, à peu près une dizaine d'exploitations touchées, dont 3 quasiment ravagées. Au moins 2 à 100%. Pour fournir les pieds. Et qui étaient en train de produire les pieds pour les plantations de l'année prochaine, et qui vont avoir aussi un impact important sur la filière, et eux qui ne sont pas assurés. Il n'y a aucune pépinière viticole en France qui n'est assurée, parce que c'est très compliqué et il n'y a pas de contrat type comme on peut en avoir en viticulture. Pierre-Marie Gauthier, on se posait la question en écoutant Lydia Hérault nous parler de l'assurance et du phénomène qui est en train de s'amplifier, c'est-à-dire que les viticulteurs prennent la mesure de l'obligation de s'assurer face à ces dégâts climatiques. En revanche, il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de 30% de l'exploitation qui ait été touchée. En gros, est-ce qu'on a une idée du pourcentage du nombre de viticulteurs qui, à l'issue de phénomènes comme ça, demandent à être remboursés par les assurances ? Ce que l'on sait, c'est qu'environ 25% de la profession est assurée, ce qui est finalement pas beaucoup. Ça, ces statistiques demandent à être affinées, mais c'est à peu près ce qu'on peut constater. Forcément, quand il y a 3 épisodes de grêle ou de gel dans une période aussi courte, forcément, les mentalités sont obligées d'évoluer, même si, encore une fois, certaines exploitations, notamment les petites, ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Et parmi vos clients assurés, combien demandent à être indemnisés finalement ? À l'issue de phénomènes comme celui-ci ? Systématiquement, nous encourageons nos clients à nous déclarer les sinistres pour voir dans quelle mesure on peut les aider justement à déclencher les garanties. Maintenant, aujourd'hui, sur ce phénomène-là, il est encore beaucoup trop tôt. On a eu des premières déclarations hier, simplement. On n'a pas encore recensé effectivement tout ce qui pourrait être indemnisé. Donc on n'a pas encore vraiment de mesure du phénomène. Les estimations vont venir dans les semaines à venir. On voit du reste que les viticulteurs ne savent pas encore, même s'ils connaissent les taux de perte aujourd'hui approximatifs, mais il y a certaines vignes qui vont pouvoir reprendre, d'autres, malheureusement, la perte sera définitive. Alors il y a l'assurance, mais face à ce phénomène météorologique extrêmement concentré, certains agriculteurs ont développé des méthodes de protection. C'est le cas des pomiculteurs du Périgord, de Lot-et-Garonne ou encore de Haute-Vienne. Mais même équipés de filets de protection, la nature reste très fragile. À Coussac-Bonneval, en Haute-Vienne, Cécile Décube, Mnassuf Djelani. Cécile a pris quelques photos. Mercredi dernier, encore une fois, sur ses 9,5 hectares de verger, ce fut le déluge. 15h30, un orage de grêle s'est abattu sur nous, nous a déchiré des filets. Ça nous a fait des godets, au moins peut-être 20 à 30 kilos par godet. Pas de chance, c'est une des rares exploitations où la grêle a fait des dégâts, même s'ils sont heureusement minimes sur les pommes grâce aux filets paragrêle. Donc on est couvert en filets paragrêle, par contre nos bouts sont exposés en fonction des sens du vent. Et là on peut voir des fruits touchés par la grêle, vraiment abîmés, qui ne seront pas commercialisables. Une partie des filets est à resuivre à cause du poids de la grêle, du travail en plus. Aujourd'hui nous refaisons une parcelle de plaquettes 1,5 hectare. Elles sont trop fragilisées par la grêle et vont lâcher. Mais le filet est une très bonne assurance anti-grêle selon la coopérative à laquelle appartient l'exploitation de Cécile. Elle l'a rendu obligatoire pour tous ses producteurs. C'est indispensable, on grêle régulièrement donc pour sécuriser au maximum notre production. L'ensemble de notre cadastre fruitier est protégé par des filets paragrêle.
Autrefois, beaucoup utilisaient des fusées anti-grêle qui répandaient dans les nuages un produit chimique pour transformer la glace en pluie. Samedi soir, par exemple, avant l'orage, des coups de canon ont été entendus près de Glanges. Mais la coopérative Limes d'Or et Formel, elle ne les utilise plus depuis longtemps. C'est du iodure d'argent. En Limousin, en tout cas à Limes d'Or, nous ne pratiquons pas ce genre de protection. Météo France conseille la vigilance. Dans les prochains jours en Limousin, il y a encore des risques d'orage et donc de grêle. Michel Madeviev, vous êtes prévisionniste à Météo France. La protection contre ces phénomènes-là, vous prévenez en amont, il y a éventuellement la possibilité d'essayer de, là on l'a vu chez ces producteurs de pommes, de se protéger, mais malheureusement c'est relativement difficile. Évidemment, c'est difficile de le prévoir. Oui, parce que le phénomène est assez diffus. On a du mal, avant de savoir, de le constater que ça va arriver. C'est très difficile. On ne sait pas où ça se passera. En l'occurrence, samedi, nous avons émis l'Aquitaine, Poitou-Charentes et ensuite la Haute-Vienne en alerte. Mais on savait qu'il y aurait des orages violents qui se produiraient sur toute cette zone-là, sur la journée. On ne savait pas ni où, ni quand, ni comment. Est-ce que ce serait plus, on parlait effectivement de fortes grêles, mais est-ce que ce serait plus les fortes pluies, les fortes rafales, la grêle à ce stade-là? Non, on n'est pas capable de rentrer dans cette finesse. En revanche, vous êtes capable de constater l'intensité du phénomène. Il est, on va dire, normal ou il est au-delà de ce qu'on a pu connaître ces dernières années? Globalement, il est normal. Alors, nous n'avons pas de mesure de grêle. Nous avons, avec le radar, on détermine une zone où les petits couloirs de grêle. Celui-là, d'ailleurs, il n'est pas petit. Mais on n'a pas ni l'intensité ni la taille des grêlons. Donc, on n'a pas vraiment de statistiques par rapport à la grêle. Par contre, par rapport aux précipitations, il est tombé sur Bordeaux centre 40 mm de pluie, dont 30 en un quart d'heure, je crois, ce qui est beaucoup. Mais quasiment sur chaque épisode orageux, nous voyons ce genre de précipitations qui se produisent ici ou là. Ça ne passe pas forcément sur une grande ville, ni sur des champs de vignes. Souvent, c'est en forêt, c'est pas vu. Et on parle justement de couloirs de grêle. On va prendre justement la direction, puisque le phénomène est remonté de Bordeaux vers la Charente, puis la Haute-Vienne. On va prendre la direction de Saint-Mathieu pour rejoindre Emmanuel Brault. Emmanuel Brault est-il avec nous? Oui, bonjour Serge, effectivement. Oui, vous m'entendez Serge? Nous sommes effectivement à Saint-Mathieu, une commune d'environ 1 millier d'habitants à l'ouest de la Haute-Vienne, où il s'est passé hier un phénomène météo absolument exceptionnel, très localisé. Il était environ 13h30, 13h45 lorsque l'orage est arrivé sur cette commune. Tout d'abord un peu de grêle, ensuite des trompes d'eau c'est ce que nous disent les habitants, pendant environ une demi-heure, 3/4 d'heure, des trompes d'eau. Et vous voyez en plus la ville est en dévers avec des rues qui étaient transformées en véritable torrent. Il est tombé donc en l'espace d'une grosse demi-heure près de 80 mm d'eau, c'est-à-dire l'équivalent un mois et demi de pluie. L'eau s'est infiltrée un peu partout sur les pas de porte des commerces, dans les maisons, dans les caves évidemment, mais pas de gros dégâts. Les gens sont en train de nettoyer depuis hier soir, puisque ça s'est passé hier après-midi, mais pas de gros dégâts, excepté éventuellement dans une entreprise un peu plus haut dans la ville, une entreprise de Salaison, l'une des plus grosses entreprises du secteur. Selon certains habitants, l'eau est montée jusqu'à 50 cm de hauteur à certains endroits dans les rues. Voilà, donc, mais bon, je vous le disais, pour autant, pas de gros dégâts. Il va falloir maintenant faire un état des lieux précis pour commencer, bien sûr, les démarches avec les assurances, et ça risque de prendre pas mal de temps. Merci beaucoup pour ces précisions. On le voit, ça concerne toute la région. On est dans une période difficile en termes de météo, toujours cette période du mois de mai, juin, juillet, où là, il y a des phénomènes assez violents. Oui, on peut rajouter, on peut même dire d'avril à août. Et il peut y en avoir aussi un petit peu sur d'autres périodes. Effectivement, on a de l'air chaud qui arrive, les sols commencent à chauffer. En haut, on a un petit peu d'air froid qui persiste. Donc ça fait des phénomènes convectifs qui deviennent
important. Et donc on arrive à avoir des nuages type cumulonimbus qui nous donnent donc, de fortes pluies, de la grêle et des fortes rafales. Alors selon le type de situation, ça va être l'un ou l'autre des phénomènes, des paramètres qui va être prédominant. Des fois on a droit aux trois aussi. Mais ça se produit, je dirais pas tous les jours, mais presque tous les jours avec ce genre d'intensité. Pas forcément de manière aussi vaste, mais là on vient de voir un reportage, c'était hier, c'était pas samedi. Mais quasiment tous les jours, quand on bosse sur une situation orageuse, on a ce genre de choses. Alors on parlait il y a quelques minutes du fonctionnement de ces cellules orageuses pour mieux comprendre la violence du phénomène dans cette émission spéciale consacrée aux intempéries et aux dégâts dans les vignobles. Retour cette fois en images sur l'orage de grêle qui s'est abattu samedi après-midi sur l'agglomération bordelaise. Lauriane de Casanova. De violentes rafales de vent, des grêlons d'une taille impressionnante, le bitume recouvert d'une épaisse couche de glace. La route, il n'y a même plus de route, c'est un ruisseau. En quelques secondes à peine, le soleil a fait place au déluge. Tout le monde est arrivé en même temps pour se mettre à l'abri parce que c'était assez violent. C'est la première fois qu'on voit ça sur Bordeaux. Donc, en 5 ans sur Bordeaux, c'est la première fois que je vois ça. Il y avait tout un tapis blanc. Son parasol qui était couvert aussi, il y avait la moitié de la rue, il y avait une trompe d'eau en plein milieu. Selon Météo France, jusqu'à 22 mm de pluie seraient tombés en 6 minutes sur Bordeaux. À la mi-journée, plus de 300 interventions étaient en cours dans l'agglomération, des caves, des parkings et des centres commerciaux inondés, comme à Talence où le magasin Leclerc a dû fermer. La Gironde n'a pas été le seul département affecté par les orages. Dans les Landes, à Mont-de-Marsan, les pompiers sont sortis une centaine de fois pour des arbres et des lignes électriques tombées sur les routes. Juste avant de parler de ce phénomène, j'avais envie de vous poser une question en tant que président de la cave coopérative de Toutiac, directeur de la cave coopérative de Toutiac. Est-ce que vous êtes le nez rivé sur les applications de météo en vous disant pourvu que ça ne se reproduise pas ? Écoutez, comme tout le monde, c'est vrai que nous avons tous nos applications sur nos téléphones et dans l'agriculture, c'est un réflexe que de regarder la météo. Maintenant, le problème, c'est que quand on a une alerte grêle, que peut-on faire en dehors d'allumer un cierge ou d'espérer que ça ne viendra pas jusque-là? Mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Je pense que oui, on regarde, mais malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, transition toute trouvée, vous parliez d'application téléphone, parce que les réseaux sociaux, Christine Leveran, vous êtes la rédactrice en chef en charge justement du site internet de France 3 Aquitaine. Les réseaux sociaux ont joué à plein ce week-end. Il y a eu beaucoup d'échanges de vidéos, beaucoup d'échanges de messages, et vous avez pu le constater tout au long et encore aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Effectivement, les contributions des internautes ont été très précieuses, beaucoup de réactivité dès le début du déluge sur la région. Sur Bordeaux, il est 13h15 ce samedi. Les internautes sortent les téléphones, les vidéos circulent, les photos également. C'est ainsi que l'on reçoit sur nos messageries, par exemple à France 3, des vidéos de Parempuire, de Mako. Merci d'ailleurs à Ludovic Pouillat qui nous filme ce qu'il a effectivement sous les yeux, des grêlons énormes. Instagram, très précieux également. Nous avons 8325 abonnés. France 3 Aquitaine, c'est la première page Insta du réseau France 3. Donc ça a marché à fond et ça paye. Christophe Roux, dès le début du déluge, a fait un appel sur Instagram à nos abonnés qui ont très vite réagi, immédiatement contribué en nous envoyant des photos et des vidéos que vous pouvez découvrir sous vos yeux. D'ailleurs, Christophe a ainsi pu faire une story racontant un petit peu ce qui se passait, des grêlons dans les mains. On ne s'aventure pas loin pour filmer, pas besoin d'ailleurs du balcon. Ça suffit pour constater l'ampleur du phénomène. Priscilla, par exemple, en tient dans la main, mais May from Bordeaux a de l'humour. Elle nous raconte qu'elle a épuisé toutes les serviettes de plage, les torchons pour essuyer effectivement les dégâts, une façon comme une autre de faire le ménage de printemps, écrit-elle. On sent là le sourire dans ce qu'elle écrit. Des allusions aux moritos qui reviennent souvent aussi. Il faut dire que les glaçons sont prêts. Vous voyez, un brin d'humour pour faire face au ciel qui nous tombe sur la tête et pour dédramatiser un petit peu cette situation que tout le monde a bien vu, très forte et très intense. Merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui nous font partager ces moments, des témoins réactifs qui nous permettent aujourd'hui, en cas de phénomène majeur, comme nous avons connu samedi dernier, de montrer, de témoigner, d'être présents
dans un grand nombre d'endroits aussi. Vous voyez cette image prise au bassin à flot. Beaucoup sur Bordeaux forcément, mais pas que, Mont-de-Marsan également. Et puis merci aux Twittos, nos 49 300 abonnés pour notre compte François Aquitaine, que l'on suit aussi et qui ont ainsi pu relayer ce qu'ils voyaient sur la toile également. C'est un excellent réseau effectivement pour diffuser le témoignage, les photos, les petits films que l'on peut récupérer, diffuser, sourcer. C'est important ici. On voit les tweets de Guillaume Dequet, notre confrère, que l'on a pu ainsi relayer. Facebook, c'est aussi l'immédiateté. On peut suivre en direct l'événement comme samedi dès 13h15, dès les premiers coups de tonnerre sur Bordeaux, de la fenêtre d'un appartement dans le quartier des Chartrons. Vous voyez, on peut suivre le déluge en direct. Il y a une participation exceptionnelle de nos abonnés. Imaginez un message par seconde, quasiment, avec des abonnés surpris, interloqués par la violence. Des internautes qui nous disent qu'ils n'ont jamais vu ça à Bordeaux, dans la région. Des messages à propos des jardins qui en prennent un coup, mais aussi des messages de courage adressés aux vignerons, aux agriculteurs. Bref, beaucoup d'interactivité pour 2 minutes de direct. C'est très court, mais imaginez 152 000 vues ce matin, plus de 3 000 partages. Ce matin également, vous voyez une très forte séquence. Et puis une dernière séquence du côté du Poitou-Charentes, touché, on l'a vu, et cette image exceptionnelle d'un TGV fauché à l'avant, venant de Bordeaux, se rendant à Paris. Il est arrêté dans un tunnel du côté d'Angoulême, 260 personnes évacuées. Un passager témoin a tweeté, nos confrères de France 3, Poitiers ont relayé ce tweet peu commun, des images de grêle sur Insta dans le pays de Cognac, et cette image surprenante. Un mariage pluvieux, que l'on espère heureux, qui a fait le buzz. Ça se passe à Bury, c'est en Charente-Maritime. Voilà, ça donne le sourire. On va juste préciser qu'il s'agisse de Morito ou de vin de Bordeaux, c'est à consommer avec modération. Forcément. Christine, bien évidemment. Lydia Hérault, conseillère régionale, vous vouliez réagir à cette mobilisation des réseaux sociaux autour du phénomène? Oui, alors mobilisation effectivement, mais aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut aider. Alors il y a aussi des associations, enfin des organismes qui s'appellent les Adelpha, qui sont des associations de lutte contre les fléaux climatiques et qui effectivement utilisent ce dont parlait quelqu'un qui était interviewé, les fameuses fusées anti-grêle. Voilà. Donc ça, c'est des dispositifs dont le territoire est maillé, en Gironde et dans les Charentes aussi, mais on va dire il y a encore des trous dans la raquette qui fait qu'il y a certains endroits qui ne sont pas couverts, et notamment ce qui est autour de Bordeaux, d'où est parti l'orage, où l'Adelpha a du mal à implanter ce genre de dispositif, parce qu'il faut aussi des bénévoles pour s'en occuper et les déclencher au bon moment. Voilà, donc là c'est un réseau auquel participe la Fédération des Grands Vins de Bordeaux pour la Gironde, qui le finance, et auquel participe un grand nombre de bénévoles sur l'allumage des postes. Mais effectivement, il y a encore des choses qui manquent. La région aide au financement des nouveaux postes quand il faut mieux mailler le territoire, donc il y a encore des choses en cours à faire, mais il y a aussi une vraie mobilisation à avoir pour avoir aussi des bénévoles pour être réactifs au moment où il faut l'être. Alors ces cheminées qui diffusent l'iodure d'argent, vous, le météorologue, vous émettez quelques doutes quant à la fiabilité du système, c'est pas forcément la meilleure des solutions? Alors en tant que prévisionniste, déjà je ne suis pas le plus compétent pour en parler. J'ai souvenir lors de ma formation, donc qui remonte à assez longtemps, on avait une étude qui n'arrivait pas à prouver la véracité de ce système. Après, je ne sais pas comment ça a évolué depuis. Et voilà. En tout cas, c'est un réseau qui maille le territoire. Frédéric Claude, vous observez ce phénomène et ce nouveau phénomène et cette nouvelle catastrophe climatique pour les vignobles du Bordelais, en vous disant que de toute façon, cette solidarité, on l'entend, on l'a vu, elle va jouer à plein. Souhaitons-le. Et la filière devrait pouvoir passer ce nouvel écueil? Il faut le souhaiter, mais plus que la filière Parce qu'on l'a dit, et Jean-Pierre Staël l'a précisé, en 20 ans, le nombre de viticulteurs a été divisé par 2. L'enjeu, c'est de permettre aux jeunes vignerons de s'installer dans la pérennité, de faire ce merveilleux métier qui est de faire rêver les gens au travers d'un produit qu'est le vin. Certes, à consommer avec modération, mais le plus important, c'est évidemment, c'est aussi la réaction de l'État, c'est la réaction des services de l'État, des collectivités, des élus, de l'interprofession, des syndicats. Mais je pense qu'en premier lieu, c'est quand même l'État. L'État, vous savez, quand il y a eu la grêle en 2014, le gouvernement précédent avait effectivement souligné que les dégâts résultant de la grêle, qui sont assurables, ne rentraient pas dans le schéma des calamités naturelles,
mais que comme les conséquences allaient être catastrophiques économiquement pour la récolte suivante, que l'État ferait quelque chose. C'était le gouvernement précédent. Je ne sais pas ce qu'il en a été. Voilà, mais justement, ça m'emmène à... Actuellement, le préfet de région Nouvelle-Aquitaine visite des exploitations dans le Sud-Médoc, le Blayais, le Bourget, en compagnie du président de la région. C'est un message qu'Alain Rousset va lui faire passer. Il faut que l'État soit aux côtés de la filière. Oui, bien sûr, et c'est un message de montrer que l'État et la région peuvent être aux côtés de la filière et accompagnés. Donc, effectivement, le préfet commence une tournée, il va être rejoint par le président de la région. Oui, mais il est souvent d'habitude que les représentants de l'État, les ministres, viennent constater les dégâts, s'apitoient, repartent, et puis on attend derrière, et rarement de données concrètes et d'aide pour les finances de ces viticulteurs touchés. Alain Rousset va lui rappeler le message et l'importance du soutien de l'État ? Je pense, en tout cas, il va rappeler aussi le soutien de la région, mais encore une fois, sur un risque assurable, effectivement, classiquement, l'État intervient que, effectivement, sur des aides par rapport aux taxes foncières, par rapport à l'échelonnement de certains paiements. La MSA intervient aussi, les banques aussi vont jouer leur rôle pour reporter des échéances. Enfin voilà, c'est toute une chaîne de solidarité, on va dire. Mais effectivement, pour l'instant, l'État a peu d'actions très, très poussées. En fait, c'est surtout des exonérations ou des reports. Les assurances vont peut-être aussi jouer encore plus le jeu, on va dire ? Je crois que les assurances jouent le jeu. La difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est le manque de mutualisation. Finalement, il n'y a pas assez d'assurés pour créer cette mutualisation. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a plusieurs façons d'envisager les choses. Soit une initiative publique qui obligerait à avoir un socle, une assurance socle minimale, ce qui permettrait de mieux mutualiser les risques. Et donc ça, c'est une première voie. Et puis, il y en a une deuxième, effectivement, qui pourrait être aussi, comme le font les coopérateurs, avoir un rôle de l'interprofession qui essaye de mobiliser les troupes pour mettre en place, lancer peut-être un appel d'offres au niveau de l'interprofession bordelaise. Vous en parlez entre producteurs, viticulteurs, appellations, justement, de peut-être jouer un phénomène d'entraînement ? Alors, nous, à notre niveau, il est clair que l'année dernière, nous avons pris en main notre propre destin, puisque c'est au niveau de la coopérative de Tutiac que nous avons donc lancé un appel d'offres pour nos 425 viticulteurs sur 4000 hectares, ce qui nous a permis d'obtenir des coûts qui sont toujours trop importants, mais qui sont néanmoins supportables dans un environnement qui est toujours plus changeant. Alors, est-ce que c'est le dérèglement climatique ? Est-ce qu'on peut en discuter toute la journée ? Mais le fait est qu'on voit de plus en plus de phénomènes climatiques importants, sévères. De mémoire de viticulteurs, hier, j'ai discuté avec un de nos administrateurs qui me disait qu'en 28 ans, il n'avait jamais vu des phénomènes de grêle aussi importants. Et donc, si vous voulez, nous de notre côté, sur 4000 hectares, en général, tous les ans, on a un peu de grêle. On a toujours une centaine d'hectares. Un phénomène particulièrement important. Je vous remercie. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir participé à cette émission spéciale consacrée à cet épisode de grêle qui a lourdement frappé les vignobles du Bordelais, du Cognacé. Rendez-vous dans nos journaux, sur nos réseaux sociaux pour suivre ce dossier qui ne manquera pas de revenir dans l'actualité. Merci à l'ensemble des équipes des rédactions de France 3 en Nouvelle-Aquitaine pour leur mobilisation. Demain, dès 9h50, vous retrouverez Christophe Zirnet pour une émission consacrée à l'aéronautique en Nouvelle-Aquitaine. Belle matinée sur France 3. Rendez-vous à midi pour un prochain point sur l'actualité dans votre région.